Donc Emmanuel Loustalot, je viens de Montpellier, voilà, donc je suis techniquement directeur du pôle conseil Occitanie. Et en fait, depuis 30 ans, je travaille avec des personnes très lourdement handicapées. Alors quand je dis très lourdement handicapées, ce sont des personnes qui ont de l'aide humaine 24 heures sur 24. Voilà, c'est pour ça que Sophie m'avait sollicité pour vous parler un petit peu de ces personnes, les risques qu'elles prennent pour vivre au quotidien. Voilà. Donc je travaille pour une association qui fait du médico-social. Donc la question de la protection excessive versus la liberté des personnes, on sait ce que ça veut dire. On est en tension là-dessus, c'est très compliqué. Mais moi, je vais vous parler de personnes avec lesquelles je travaille depuis une vingtaine d'années, qui ont fait le choix d'être particuliers employeurs, c'est-à-dire qu'elles ont décidé d'être les employeurs de leurs assistants de vie ou auxiliaires de vie. Et dans ce que je vois depuis une quinzaine d'années dans le service que je dirige, un des services que je dirige, où en fait on les accompagne sur la fonction employeur, c'est qu'elles prennent quand même des risques pour essayer de vivre comme tout à chacun. Voilà. Et je vais vous parler un petit peu de ces risques. Il me semblait important au départ de vous donner quelques éléments de contexte. Donc on a des personnes qui ont une dépendance qui quand même font que pour tous les gestes de la vie quotidienne, donc c'est-à-dire se gratter, elles ont besoin de quelqu'un. Voilà, c'est pas juste les actes essentiels tels qu'on nous les vend ou les survend, manger, se laver, aller aux toilettes. Non, là c'est les gestes les plus anodins, elles ont besoin de quelqu'un en permanence. Tu as compris de quoi je parlais. Voilà. Donc les personnes avec lesquelles je travaille, elles ont de l'aide humaine 24/24, voire plus, dans le service que je dirige. Il y a des gens qui ont de l'aide humaine 34 heures sur 24. Ça signifie que pendant 10 heures, il y a des doublons. Voilà. Donc on est sur une dépendance extrême, sur une dépendance vitale. Donc ces personnes sont très dépendantes. Voilà. Donc on pourrait... imaginez tout ce que ça signifie. Elles sont aidées par la société, elles vivent avec la hache, mais en même temps, elles sont employeurs. Et là, c'est une singularité parce que être employeur 24 heures sur 24, ça signifie qu'on a une équipe de 5 à 10 personnes et qu'on manage ça 24 heures sur 24, 365 jours par an. Moi, demain, je rentre à Montpellier, je ne vois pas mon équipe, je suis en week-end. Je vais te prendre un exemple, Philippe. Dans l'exemple de Philippe qui a besoin d'aide humaine 24/24, il n'est jamais en vacances. Donc, être employeur, ça signifie quoi? Ça signifie mobiliser des compétences juridiques, la convention collective, administrative, organisationnelle. Je vous défie de faire un planning pour 6 personnes, 24/24 sur 365 jours. Allez-y. Vous allez voir comme quoi c'est pas simple, en respectant le code du travail. Donc, organisationnel, financière, c'est des enveloppes de 170 000 € qu'il faut gérer annuellement. Et il y a des contrôles du conseil départemental sur l'usage que l'on fait de cet argent qui est attribué pour embaucher des auxiliaires de vie, ce qui est juste légitime, mais il faut quand même gérer ces 170 000 €, il faut les justifier. Et puis, ce qui est pour moi le plus important, des compétences en management. C'est pas parce qu'en 2005, donc il y a 20 ans, quand la loi a permis que la prestation de compensation permette à des personnes d'avoir des heures d'aide humaine et les solvabilise, qu'en même temps, elles ont eu la science infuse pour devenir employeurs de leurs aidants. Voilà. Donc, c'est une situation complexe et je peux vous dire, pour avoir, au bout d'une vingtaine d'années, discuté avec quelques personnes, c'est un choix par défaut. Ils ne veulent pas être employeurs. Ça ne les intéresse pas. Par contre, choisir les personnes qu'on embauche, avoir la main sur le planning, c'est la seule solution qu'ils ont actuellement, parce que le cadre qui fait que, si on parlera peut-être derrière, que les services prestataires offrent n'est pas adéquat. Voilà. Donc les personnes décident d'être employeurs de leurs assistants de vie. Voilà. Ça, c'est un petit peu les éléments contextuels sur ces personnes. Donc, vous voyez, on a une espèce de... J'appelle ça le Janus. Moi, c'est pas moi qui l'ai trouvé. C'est quelqu'un qui m'a
Janus, vous voyez, c'est la personne à deux têtes. Donc à côté, on a la personne handicapée, puis de l'autre côté, le particulier employeur. Voilà, donc on a des espèces de tensions qui se jouent dans les représentations entre la personne qui est aidée et la personne qui est employeur. Voilà, c'est assez intéressant comme figure et sur les rôles sociaux. Donc être employeur, c'est compliqué. Ils n'en ont pas envie parce que, en fin de compte, la seule chose qui gagne, mais elle est fondamentale, c'est la liberté de leur vie au quotidien. Voilà. Simplement, tout ça, ça joue dans un cadre imparfait. Donc, je vous ai parlé de la loi 2005. Voilà, donc il y a 20 ans, il y a une loi qui est arrivée qui a permis qu'on reconnaisse le besoin des personnes handicapées, qu'on leur attribue des heures et qu'on les solvabilise. Simplement, ça se joue dans un cadre juridique qui, mon Dieu, est d'une complexité folle. Voilà, il y a une annexe qui s'appelle l'annexe 2-5. Cyril, c'est de quoi on parle. Voilà, cette annexe, elle est complexe, elle est toujours porteuse d'une modèle, d'une vision médicale de ce qu'est le handicap. Elle est incomplète parce que tout n'est pas posé. Et puis, elle se base sur des évaluations qui sont liées aux personnes qui viennent. Donc, je considère que, en 30 ans, les personnes qui ont de l'aide humaine 24-24, ça a été la plus grande avancée de cette loi, mais malgré tout, on est dans un cadre complexe. Voilà. Donc ça, c'est sur le volet PCH aide humaine. De l'autre côté FEPEM, convention collective, parce qu'il faut gérer la relation de travail quand on est employeur, donc ce n'est pas le code du travail qui s'applique, c'est une convention collective particulière. Donc elle a été rénovée en 2022, elle s'est grandement améliorée par rapport à celle de 99, je crois. Mais il y aura encore besoin de quelques ajustements pour qu'elle devienne spécifique. Parce que cette convention collective, c'est demain je prends quelqu'un pour garder mes enfants et je vais embaucher cette personne, c'est la même relation de travail qui va faire que demain, si je suis en situation de handicap, je vais embaucher des auxiliaires de vie. Donc on a un même cadre juridique mais qui n'est pas tout à fait adapté. Donc là, en 2022, ça a vraiment ça a cranté, c'était très bien, mais il manque quelques petits bouts. Voilà. Donc il y a encore... c'est un petit message au passage. Voilà. Donc vous voyez, on arrive à la prestation de compensation du handicap en emploi direct. Donc là, il y a les deux mondes qui se relient, qui se confrontent. Et là, c'est compliqué. Parce que vous imaginez que d'un seul coup, juridiquement, faut que je gère ce que me dit le CASF, le Code de l'action sociale et des familles, et plus spécifiquement ce qui permet de gérer la prestation de compensation du handicap, et tout ce qui gère la relation de travail, l'emploi direct. Voilà. Donc c'est ça que vivent ces particuliers employeurs. Donc c'est cette tension juridique. Au niveau administratif, je vous promets que c'est pénible. Voilà. Parce que tous les mois, ce sont des déclarations à faire. C'est légitime, elles sont employeurs, mais des déclarations à faire pour les salariés, payer les cotisations, et puis des déclarations aussi à faire auprès du conseil départemental qui va venir contrôler l'argent qui est attribué. Donc financièrement, c'est complexe, parce que malgré tout, même si les sommes attribuées ont pas mal augmenté ces dernières années, il y a quand même des restes à charge et les personnes qui font de l'emploi direct doivent payer de leur poche, de temps en temps, des restes à charge. Simplement, une majorité d'entre elles vivent avec la AH. Donc, on a d'un côté des personnes auxquelles on attribue sur une base annuelle 170 000 € pour payer leurs salariés, mais qui vivent avec 900 balles par mois pour payer leur loyer et bouffer. Voilà. Donc ça, ce n'est pas des situations très simples à gérer. Après, l'autre problématique, je vais faire 30 secondes de politique, c'est le contexte départemental. Ah, j'ai vu un petit sourire, un petit hochement de tête. Alors, c'est ce qu'on appelle la loterie des codes postaux. Voilà, c'est-à-dire que si vous êtes à Montpellier ou si vous êtes à Lille, même type de handicap, ce n'est pas tout à fait la même chose qui se joue à la fin. Vous pouvez avoir plus ou moins d'heures. Et puis, malgré tout, même s'ils s'en défendent, on a des MDPH, donc des conseils départementaux, qui depuis quelques années s'amusent quand même à déconstruire la loi. Donc,
à réduire les heures qu'ils attribuent aux personnes. Donc si vous avez 2 minutes à perdre, vous irez voir votre conseil départemental, quel est le budget d'action sociale, quel est le budget de la PCH et quel est le budget général. Et vous verrez que la vie de personnes handicapées, ces heures d'aide humaine, sur mes doigts ça tient. Ça pèse rien. Mais paraît-il que c'est compliqué. Simplement, depuis que je suis né, donc ça fait quelques années, aucun conseil départemental n'a été en faillite et ils ont licencié personne. Mais pour la vie des plus fragiles de nos concitoyens, et je ne parle pas des personnes âgées, parce que là c'est un autre sujet, en tout cas sur les personnes handicapées, parce que c'est le seul public que je connais, franchement, ce qui se passe, c'est enregistré ou pas ? Ouais, c'est dégueulasse. Donc maintenant les risques. Le premier risque que prennent ces personnes, c'est faire de l'emploi direct. Parce que ça veut dire quoi être employeur ? Ça veut dire que je gère mon équipe et que je peux avoir une rupture dans l'organisation de mon aide humaine. Quand je fais appel à un service prestataire, théoriquement, on sait que c'est plus vrai, mais théoriquement, il doit toujours me fournir quelqu'un qui va intervenir à mon domicile. Moi, les personnes que j'accompagne ont entre 5 et 10 salariés, du 24-24, 365 jours par an. De temps en temps, il y a des ruptures. La personne qui est malade, ça n'a pas été prévu. Voilà. Donc ça, c'est un risque. Quand on a ce niveau de dépendance, c'est ce que moi j'appelle de la dépendance vitale. Voilà. Donc être employeur, le premier risque, c'est la gestion des ruptures d'aide humaine. Les prud'hommes. Être employeur, ça veut dire qu'on peut aller au prud'homme. Un salarié peut nous mettre au prud'homme. Dans mon service, j'ai un champion. Si, il vient de prendre 70 000 € au prud'homme. Non mais quand je dis que c'est un champion, c'est un champion. Hein. Il est champion vraiment hors catégorie. Mais c'est un vrai risque. Et ça, c'est un risque au-delà de l'argent. Parce que là, en fait, si on décortique, il n'aurait jamais dû être condamné à ça. Mais c'est un risque psychologique très fort. Toujours avoir peur d'être condamné, de payer. Je vous rappelle que ces personnes-là vivent avec 900 balles par mois. La hache. Donc c'est très chaud. Voilà, j'ai une personne qu'on accompagne, elle a été volée. Donc la personne qui l'a volée a été condamnée, mais comme elle s'est foirée dans la procédure de licenciement, elle a perdu au prud'homme. Mais ce qui est légitime, hein, elle a fait une faute, elle a mal licencié la personne. Elle n'a pas respecté le droit, donc elle a été condamnée. Mais vous imaginez, psychologiquement, c'est compliqué. Elle a été condamnée pour avoir mal licencié quelqu'un qui l'avait volé et qui, dans une autre juridiction, a été reconnu et condamné pour ce vol. Voilà. C'est ça être particulier employeur. Donc le premier risque, c'est faire de l'emploi direct. Après, on a des personnes qui assument des choix pour vivre comme tout à chacun. Elles sont dans l'illégalité quasi permanente. Alors, sur le plan juridique, donc je vais vous donner quelques exemples. Elles font des CDD pour avoir des périodes d'essai très longues. Voilà, c'est-à-dire qu'elles disent « je vais faire un CDD pour que cette personne, je puisse la tester pendant 6 mois ». Voilà, donc ce n'est pas légal, mais elles assument parfaitement ce genre de choses. Elles travaillent combien de temps ? Est-ce que quelqu'un va me dire combien de temps peut travailler un salarié à domicile ? 8 heures, 10 heures, 12 heures ? 10 heures par jour, non ? 48 heures par semaine. Ouais, ça c'est la convention collective. Non, mais c'est le code du travail aussi. Voilà. Donc nous, on accompagne des personnes qui en fait ont des rotations, ce qu'on appelle H24. Les salariés viennent travailler 24 heures d'affilée, en respectant les 48 heures par semaine. Parce que la convention collective est calée de façon hebdomadaire. Voilà. Bah ouais, mais si la personne d'après n'arrive pas, il se passe quoi ? Donc le salarié, on l'oblige à rester et à continuer son temps de travail. Donc il y a une personne, ça te parle. Donc il y a une personne qu'on accompagne, elle a un salarié qui vient travailler 9 jours de suite. Il fait son temps plein, c'est une base de 174 heures, il vient travailler 9 jours. Alors je vous rassure, la nuit, il dort. Voilà. Imaginez ce mode-là.
Moi, je travaille à peu près 20 jours par mois. Donc, j'ai 10 jours de repos. Ce monsieur, et avant lui, il y a eu deux autres personnes, en fait, il fait son temps plein en 9 jours par mois. Et tout le reste du temps, il est en week-end. Voilà. Donc c'est complètement illégal, bien évidemment, parce que là, on explose tout. Mais voilà le genre de choses qu'ils assument. Fut un temps, ça a changé depuis le début d'année parce qu'il y a une cotisation qui est arrivée, mais avant, beaucoup de ces personnes ne pouvaient pas payer les visites médicales de leurs salariés. Moi, j'ai une équipe, j'ai 20 salariés répartis sur l'ensemble de l'Occitanie. La médecine du travail, ça a un certain coût. Mais moi, je peux le payer, il n'y a pas de souci. Mais quand tu es particulier employeur, ça veut dire quoi? Faire la médecine du travail, payer les cotisations et les visites médicales pour 5 à 6 salariés. C'est vite 5 à 600 balles. Quand on touche 900 € par mois pour vivre, c'est compliqué. Donc maintenant, c'est fini parce qu'il y a une cotisation. Voilà, il n'y a plus de problème. Mais pendant longtemps, on avait beaucoup des personnes qu'on accompagnait qui n'envoyaient pas leurs salariés à la médecine du travail, ce qui est problématique. Voilà. D'autres risques, très rapidement. Le paradoxe, c'est qu'on a des personnes qui ont besoin d'être accompagnées 24/24 et qui parfois sortent seules. Voilà. Elles sortent seules parce que imaginez vivre avec quelqu'un 24 heures sur 24 à côté de vous. C'est compliqué. D'accord? Voilà. Donc de temps en temps, elles partent seules. Et la dernière fois, il y a un jeune homme, il me raconte, il sort de chez lui, il est tétraplégique. Donc il habite Montpellier, 2 fois 2 voies en sortant de chez lui. Et bien évidemment, la main tombe du joystick. Voilà, il a de l'aide humaine 24/24, mais il a décidé de se barrer seul, d'aller voir le concessionnaire de bagnoles qui est juste à côté parce qu'il aime les bagnoles. Simplement, il s'est retrouvé tout seul, voilà, en plein milieu de la rue, parce que sa main est tombée du joystick et qu'il ne pouvait pas la remonter. Mais il l'assume parfaitement. Voilà, il n'avait pas envie à ce moment-là que son auxiliaire de vie soit avec lui. Voilà. Autre problématique où les gens assument, l'hôpital, l'accès aux soins. C'est l'enfer. Voilà, on est un pays où la médecine est merveilleuse, il n'y a pas de souci. En tout cas, les personnes que j'accompagne flippent d'aller à l'hôpital. Parce qu'on ne sait pas prendre en charge le handicap et ce niveau de dépendance. On sait prendre en charge les maladies, mais dès qu'il y a des difficultés respiratoires, des choses comme ça, moi, les gens ont peur. Voilà. Donc, il n'y a pas très longtemps, une jeune femme, Hélène, elle avait 30 heures d'aide humaine par jour. Elle arrive à l'hôpital, le monde merveilleux de l'hôpital, alors je ne sais pas s'il y a des soignants. Non, mais chez nous, on sait faire. On est des soignants. Donc les auxiliaires de vie, vous restez à la porte. Elle est morte dans la nuit, étouffée. Voilà, parce que, de fait, personne n'a pu lui donner à manger correctement, donc elle a régurgité et elle est morte étouffée dans la nuit. Voilà. Ça, c'est la réalité de la grande dépendance. Donc j'ai beaucoup de personnes, et je ne dis pas que c'est bien ou pas bien, hein, je fais que témoigner, qui ne veulent pas aller à l'hôpital parce que vu leur niveau de dépendance et le risque vital, elles flippent. Voilà. Donc, là-dedans, notre posture, parce que j'ai un service où on accompagne les personnes sur la fonction employeur, eh bien moi je dis à mon équipe, on n'est pas inspecteur du travail, et on n'est pas contrôleur, on n'est pas là pour contrôler le fait que les gens dépensent bien l'argent. Donc, je suis au courant, en tout cas les personnes qui accompagnent nos clients, on est au courant d'illégalité et on laisse faire. Voilà. Je ne dis pas que c'est bien, parce que ce n'est pas une posture qui est partagée dans l'ensemble de l'association. En tout cas, moi, c'est la posture que je souhaite pour mon équipe. Moi, je ne suis pas là pour dire aux gens ce que tu fais, c'est bien, c'est pas bien. Par contre, on est vigilant à faire en sorte que dès qu'ils ont une attitude qui viendrait être problématique vis-à-vis de leurs auxiliaires de vie, donc le don et le contre-don, ça marche aussi en effet négatif, d'accord? Voilà, donc qui viendrait en ricochet, en boomerang, poser un problème.
Là, on essaie de leur proposer d'autres solutions. Mais très clairement, j'ai plein de clients qui fraudent, donc je ne dirais pas de nom, donc ils ne se feront pas attraper, mais qui fraudent l'administration, qui font des fausses déclarations et qui sont dans l'illégalité permanente. Voilà. On le sait, on l'assume, mais notre job, c'est de les accompagner, de leur donner un éclairage, d'être comme des avocats. Voilà. Mais je vous promets que cette position-là ne fait pas consensus au sein de ma boîte. Voilà. Et j'ai fini. Non. Donc moi, on m'avait donné sciences de l'éducation et savoir expérientiel. Donc j'avais préparé quelque chose là-dessus. Mais alors là, j'ai l'impression que ça tombe complètement à plat vu les tours que prend la discussion. Donc je viens d'essayer de changer mon fusil d'épaule, mais je suis un peu en panique. Ouais, c'est pas pire que moi, je te rassure. Non, mais parce que voilà, j'étais vraiment un peu ailleurs, et puis j'ai envie aussi du coup de mettre ma patte dans la discussion, et peut-être du coup discuter aussi de cette notion d'autonomie, qui tend, me semble-t-il, aujourd'hui à un peu supplanter la bienfaisance, non-malfaisance. Bon, j'ai l'impression à minima que ça s'équilibre. Néanmoins, la notion d'autonomie fait l'objet quand même de beaucoup de critiques, et je pense qu'il y a urgence quand même à construire des contre-discours par rapport à ces critiques. Alors qu'est-ce qu'on entend ? On entend la crainte, par exemple, que le droit à l'autonomie devienne un devoir à l'autonomie, mais j'ai un peu l'impression que ceux qui disent ça n'ont rien d'autre à proposer que simplement évacuer l'autonomie. En gros, c'est ça le projet derrière. Moi, jusqu'à vous avoir entendu, Monsieur Kaila, j'avais l'impression qu'un droit pour les uns était un devoir pour les autres, et que c'était comme ça qu'il fallait voir les choses, et c'était pas à la même personne à qui on agitait. Maintenant, j'ai pris conscience que pour la dignité, ça varie. Mais voilà, donc pour moi, je pensais que le droit d'autonomie devenait un devoir plutôt pour les professionnels. Et c'est vrai que derrière cette aspiration, ces revendications autour de l'autonomie, il y a principalement un vrai refus des pratiques infantilisantes. Voilà. Alors après, je me suis aussi demandé, est-ce que, par exemple, quelqu'un qui refuserait l'autonomie, est-ce qu'on doit le considérer comme de l'autonomie, ou on ne doit pas le considérer comme de l'autonomie et le laisser... en fait, on se lave les mains un peu de cette situation. Et on trouve ça beaucoup en plus. On peut le trouver en tout cas dans le champ du handicap notamment. Pourquoi ? Parce que les personnes, quand elles n'ont pas eu accès à grand-chose, elles développent, ça c'est dans le champ des capacités, Martha Nussbaum, elles développent des préférences adaptatives. C'est-à-dire qu'elles apprennent à peu préférer, ou à préférer des petites choses qui semblent accessibles, ne réalisant pas qu'elles sont en droit d'aspirer à davantage. Est-ce qu'on doit se satisfaire de ça quand on est à côté, en se disant ça serait encore de l'autonomie ? J'ai essayé théoriquement de réfléchir à cette question qui m'a un peu hantée, et je me suis dit oui, sans doute, mais dans une limite quand même qui est le respect pour le coup de la dignité et des droits humains. C'est-à-dire quelqu'un qui voudrait vivre quelque chose qui de ce point de vue-là serait inacceptable. Là, il faut l'hétéronomie et aller chercher ces droits humains qui quand même protègent, alors, à mon sens quand même, la dignité. Après, on nous dit aussi l'autonomie égale individualisme. Voilà. Allez, on devient américain. C'est l'individualisme forcené. Ça me semble vraiment être sur un autre registre, parce que la personne autonome, elle se donne ses propres normes. Et alors, on peut très bien se donner des normes altruiste, d'être dans la reliance, c'est faire preuve d'autonomie que de se dire dans ma vie ce qui compte et ce que je mets en premier, c'est l'altruisme. Voilà. Alors il peut y avoir des personnes égoïstes, effectivement, mais voilà, en tout cas on ne peut pas prédire
le comportement social de la personne sous l'angle de elle est autonome ou elle est pas autonome. Le troisième débat assez vif, c'est celui qui porte sur le care. Alors, pour les uns, care et autonomie sont forcément interreliés, et pour d'autres, ça s'oppose. Et c'est en particulier, voilà, dans le champ des disability studies, il y a un gros sujet de débat autour de cette question. Pour ma part, je pense en effet que c'est difficile d'articuler le care et l'autonomie. En tout cas, que ça demande une vigilance particulière. Et en se disant que ce qu'il faut, c'est pas seulement prendre soin des personnes, mais prendre soin de leur autonomie et avoir ça en tête pour pouvoir articuler les deux. Alors, il faut que je mentionne aussi le rejet de la notion de dépendance. Voilà, au point d'ailleurs que c'est pour évacuer ce terme qu'aujourd'hui on parle des politiques de l'autonomie plutôt que des politiques de la dépendance, hein, alors que c'est quand même de ça dont il est question en vrai. Donc on voit bien qu'on tend à substituer pour moi ces glissements ne sont pas forcément favorables parce qu'en plus enfin, c'est pas... Voilà, les dépendances existent, ne remettent pas en cause l'autonomie des personnes, convoquent des pratiques professionnelles, bien sûr. Alors, lesquelles pratiques professionnelles ? Alors, on a eu tendance à nous dire c'est de l'interdépendance avec les pratiques professionnelles. Alors oui, ça, il y a ce terme aussi. Autonomie relationnelle, interdépendance, qui nous viennent d'ailleurs des théoriciennes du care, parce qu'elles ont théorisé ça dans la famille, où effectivement, dans la famille, il y a des enjeux d'interdépendance, on l'a bien vu tout à l'heure, particulièrement fréquents. Mais c'est pas grave, comme je disais à ma voisine, c'est la famille. Dans la famille, on fait ce qu'on veut. C'est les pratiques professionnelles qui doivent s'astreindre. Voilà, on peut donner une fessée à son enfant, on ne supporterait pas. Bon, je vous transcis peut-être, parce que ça se fait peut-être plus. Mais voilà, on ne supporterait pas qu'une maîtresse d'école donne une fessée à un de ses élèves. Voilà, et pourtant, nous, on le fait. Ben oui, parce que nous, on n'a pas, enfin, à la maison, on n'a pas ces compétences professionnelles, ces devoirs professionnels. Enfin, on est complètement dans un autre registre. Donc, on nous parle d'interrelation, en tout cas d'interdépendance entre les professionnels et les personnes qu'ils accompagnent. Pour moi, c'est exagéré. Il y a quand même dans ces binômes certains qui sont plus dépendants que les autres, et le nier serait faux. C'est comme parler d'autonomie relationnelle pour qualifier ces relations. D'accord, si vraiment ces relations sont au service de l'autonomie de la personne, en ce cas, et à ce cas seulement, on peut parler d'autonomie relationnelle, sinon toutes les relations ne sont pas de cet ordre-là, me semble-t-il. Alors il y a une autre notion qui fait repoussoir, c'est celle d'indépendance. Moi, je la trouve chouette, cette notion d'indépendance. On parle d'indépendance de vie, c'est même ce vers quoi... enfin, voilà, on pense à la désinstitutionnalisation, on va amener les personnes vers l'indépendance de vie. C'est vraiment un objectif phare des politiques du handicap, enfin, j'espère, en tout cas au niveau international. Peut-être pas encore en France. On parle d'indépendance d'esprit. Voilà, quand on pense à notre indépendance d'esprit, on est heureux, enfin, ça nous flatte, voilà, c'est quelque chose de joli, l'indépendance. Alors peut-être que ce qu'on cherche à nous dire, en réalité, c'est que le problème, c'est l'autosuffisance. Effectivement, les gens ne sont pas autosuffisants de ce point. Alors là, oui, d'accord, on n'est pas autosuffisants. On est tous plus ou moins, voilà, on est en société, pacte social, tout ce qu'on a construit, et oui, on est d'accord. Donc on n'est pas dans l'autosuffisance, mais l'indépendance, oui. Me semble-t-il. Et puis alors, c'est d'autant plus drôle, c'est que c'est rejeté cette notion d'indépendance par les professionnels en général, mais quand on leur parle d'autonomie, la première autonomie dont ils nous parlent tout de suite, c'est l'autonomie fonctionnelle. Être autonome, c'est être autonome sur le plan fonctionnel, c'est être indépendant de ce point de vue-là. Donc finalement, il le relie quand même complètement.
Voilà, donc c'est l'autosuffisance qui est effectivement pas un idéal à viser. Voilà, sur le plan financier, on parle d'autonomie financière, même quand on n'est pas autosuffisant, qu'on vit avec des aides. Voilà, c'est pas ça qu'on regarde. Donc on regarde pas notre capacité à générer tout seul nos revenus, mais on regarde si les revenus nous permettent d'avoir la vie qu'on est en droit d'avoir. C'est exactement pareil pour l'autonomie sexuelle et reproductive d'ailleurs. Quand on invoque l'autonomie dans ce type de situation, c'est pas qu'on n'est pas en capacité d'avoir une forme d'autonomie sexuelle ou reproductive, c'est simplement qu'on n'y a pas accès. Donc c'est vraiment l'accès qui pose des difficultés. Je vous disais tout à l'heure, voilà, même qu'au départ de la revendication des personnes autour de l'autonomie, il y a le fait de vivre, d'avoir le contrôle de sa vie. Ça a été bien dit tout à l'heure, le refus de l'infantilisation. Et il a fallu même des lois, l'autonomie décisionnelle, loi de 2002, loi de bioéthique, voilà, pour accéder à ça. Alors, dans le champ du handicap, on tend à parler maintenant d'autodétermination plutôt que de cette forme d'autonomie décisionnelle. Les mots se sont substitués. Alors, au départ, par aspiration des personnes concernées, mais finalement, évidemment, les professionnels s'en sont mêlés, ont collé des définitions... et ils ont fini par restreindre, en tout cas la définition de la HAS, restreint terriblement l'autodétermination et lui donne une acception qui, à mon avis, alors la science de l'éducation, n'a aucun sens. C'est-à-dire, en gros, c'est prendre des décisions, mais sous-peser d'abord ses forces et ses faiblesses pour voir si on est capable d'agir conformément à cette décision. Vous voyez, en science de l'éducation, ça n'a aucun sens parce que on sait très bien que les apprentissages, ils se font par essai, par erreur, que c'est en s'exposant en situation et que petit à petit, oui, on va devenir très bon dans certains, oui, effectivement mauvais dans d'autres. Mais voilà, on ne peut pas savoir avant que de faire si on va être bon. Ça n'a absolument aucun sens. Et on sent bien que cette définition, elle est faite pour limiter le champ des possibles, en particulier des personnes en situation d'handicap cognitif. Voilà. En plus, il est nécessaire, enfin, et je suis presque au bout, de décorréler l'autonomie décisionnelle de l'autonomie pratique, parce que on peut prendre des décisions et confier à d'autres personnes l'exécution de ces décisions. Je peux décider de me faire opérer, mais c'est le chirurgien qui va m'opérer, c'est pas moi qui vais le faire, heureusement. En fait, voilà, donc c'est important. Autre chose aussi dont je voudrais parler, peut-être, c'est l'autonomie volitive, l'autonomie de la volonté. Cette autonomie qui fait que tous les jours, on va prendre une décision qui est un peu conforme à celle d'hier, qui permet de construire une identité pérenne, parce que sinon, on prend des décisions volatiles, on change toutes les 5 minutes, et sur le plan identitaire, il se passe pas grand-chose. En fait, on vit dans l'inconstance, on vit au gré de nos pulsions. Alors, autant il faut soutenir le droit des changements de cap dans la vie, on a tous le droit de prendre une décision et de revenir dessus, autant je pense qu'il faut se méfier de l'inconstance parce qu'elle ne permet pas de devenir qui on est vraiment, et ça c'est quand même le projet sans doute de l'autonomie, même si après la permanence identitaire tout au bout de la vie, je ne sais pas. Pour les proches, c'est certain que c'est cette permanence identitaire qu'on recherche et que ça fait très mal quand on voit quelqu'un disparaître sous nos yeux. Maintenant, pour les personnes, peut-être qu'elles aussi, elles ont le droit, je sais pas, quelqu'un qui se lavait parce qu'il aimait le regard social, et être propre, et puis d'un seul coup, ça ne fait plus sens parce qu'il n'y a plus de vie sociale et refuser de se préparer. Oui, c'est pas comme il était il y a 10 ans, il y a 20 ans, mais tout a changé, l'environnement autour de lui, et il a peut-être le droit de manifester autre chose. Bon, en fait, il y a plein de normes qui ont vu le jour et qui peut-être sont pas si claires. Il y a un dernier concept que j'aimerais évoquer, celui d'autonormativité. Donc c'est l'idée que quelqu'un d'autre ne peut pas estimer le bien-être d'une personne parce que on peut, selon ses propres normes, même si sa situation est difficile, elle peut se sentir bien, alors que de l'extérieur, elle a tout pour aller mal, ou inversement. Cette autonormativité, elle peut être de plein ordre. Elle peut être sur le plan des ressentis, elle peut être sur le plan pratique. On fait tous différemment les uns des autres.
Et elle peut aussi être émotionnelle. Et ça, c'est important, j'ai envie d'insister là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de prescriptifs aussi au niveau émotionnel. Et ça passe peut-être plus inaperçu. On s'attend à ce que les personnes réagissent comme ça dans telle situation. Et si elles ne le font pas, si ce n'est pas conforme à une norme sociale, surtout dans les accompagnements, dans les soins, il y a très vite du jugement. Voilà, on raisonne énormément par stéréotypes aussi de ce point de vue-là, et il pèse beaucoup d'attendus normatifs sur le plan émotionnel. Et notamment en France, sous nos latitudes, voilà, on attend des personnes que s'expriment un peu, pas du tout d'émotion, ça va pas, mais trop d'émotion, ça va pas non plus. Il faut qu'on soit dans une espèce de juste milieu par rapport à nos manifestations. Enfin, voilà, mais tout ça, c'est des normes, bien évidemment. Donc ça respecte pas finalement des particularités identitaires et une forme d'autonomie. Voilà, donc pour finir, dans les soins, les accompagnements, l'autonomie, elle trouve son fondement vraiment dans la lutte contre l'infantilisation, contre la réification, évidemment, pas être pris pour un objet, considéré dans son humanité, dans son individualité, pour ses compétences. Tout ça, ce développement, notamment en s'appuyant sur nos émotions, parce qu'on apprend beaucoup à partir de nos émotions. Et voilà, et c'est aussi là-dedans qu'on développe ce à quoi s'adossent tous nos savoirs expérientiels. Mais voilà, mais en ce qui concerne l'autonomie, il faut prendre autant en compte les capacités individuelles des personnes, et peut-être que je vais terminer là-dessus, que les ressources qui lui sont proposées. Voilà, cet accès réel aux droits et ressources qui sont vraiment nécessaires à l'exercice de l'autonomie. Évidemment, là, j'ai rien inventé, je renvoie aux capacités. Merci.